En avril 1987, je suis chargé par la Poste d'accompagner l'expédition du pôle Nord en ULM de Nicolas Hulot et Hubert de Chevigny pour ramener un reportage pour la revue Forum de la Poste, partenaire de l'aventure. Nous sommes installés à Resolute Bay sur l'île Cornwallis, dans la province canadienne du Nunavut, territoire des Inuits. Nous sommes 9 à participer à cette expédition. Marc Fèvre, lauréat d'un concours de la jeunesse et des sports. Pierre Lenormand, navigateur, récent vainqueur en monocoque de la route du Rhum, logistique et météo. Hubert de Chevigny, ingénieur, pionnier de l'ULM en France, pilote de l'Avid Flyer. Nicolas Hulot, homme d'action et journaliste, pilote du Mistral. Gérard Bockel, technicien radio, a rôle capital dans l'expédition. Régis Pfaffenzeller, postier, chargé aussi de seconder le technicien radio. Thierry Reverchon, un spécialiste des grands raids, logistique et mécanique. Gaëdic Piron, lauréat d'un concours de la jeunesse et des sports. Et Paul-Émile Victor, des décennies d'aventures aériennes et polaires, responsable du camp de base. L'année 1987 est une année au cours de laquelle j'ai ou je vais avoir 80 ans. Et pour fêter dignement cet anniversaire, j'ai commencé par l'Antarctique, la base du Mont d'Urville, créée par les expéditions polaires françaises il y a 30 ans, c'est-à-dire l'endroit où j'ai passé une bonne partie de ma vie. J'ai voulu voir comment c'était maintenant, après une absence de 6 ans, 7 ans. Et puis j'ai profité de l'expédition de mes amis Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot, pour repartir vers l'Arctique, vers l'extrême nord canadien, dans cette expédition qui me plaisait et dont les gens étaient des amis. Voilà. L'Avid Flyer, avion expérimental de 185 kg. Le Mistral, un ULM performant de 174 kg. Installé au Narval, près de l'aéroport, nous découvrons peu à peu le village, peuplé d'environ 200 Inuits. Le scooter des neiges remplace le traîneau et les chiens. Ils partent encore parfois loin sur la banquise pour aller pêcher ou chasser le phoque, discipline devenue loisir. L'ours polaire est protégé, mais les Inuits ont droit à un quota qu'ils vendent à des chasseurs venus d'ailleurs. Les maisons de bois sont bien isolées, dotées de tout le confort. Les habitants se ravitaillent à une supérette, tout est blanc aux alentours. La banquise font 1 mois dans l'année, permettant les ravitaillements par bateau. Les produits frais arrivent par avion. Une charmante Québécoise tient le petit bureau de poste du village. Nous visitons l'école fréquentée par les enfants des Inuits et ceux des personnels de la base militaire. L'ambiance y est sereine.
Une route de 5 km relie le village à la zone de l'aéroport. Les températures varient de -15 à -20 degrés le jour et de -25 à -35 degrés la nuit polaire. Le vent souffle quasiment en permanence avec des périodes de blizzard. Nous découvrons le soleil de minuit. Il descend jusqu'à l'horizon, nous plongeant dans une semi-obscurité, puis très lentement remonte. Même s'il y a bien longtemps qu'ils ne vivent plus dans des igloos, les Inuits en maîtrisent encore parfaitement la technique. Pendant les nuits polaires, nous faisons de longues balades sur la banquise. On entend les inquiétants craquements de la glace. S'il attaque rarement l'homme, l'ours blanc n'est jamais bien loin. Allez le petit gars, on va sur la banquise. Des scientifiques étudient chaque année en avril le comportement de la glace. Un Hercule de l'armée canadienne amène du fret pour la base militaire. Les ULM sont arrivés en pièces détachées. Il faudra plusieurs jours pour les remonter dans un immense hangar mis à notre disposition. Pierre et Thierry sont à la manœuvre avec les deux pilotes et l'aide de chacun. Gérard installe la radio. Nicolas tient son journal. Les quelques centaines de mètres pour aller du narval au hangar sont parfois pénibles avec ce vent. Nous sommes habillés de 3 couches, sous-vêtements d'amarre, fourrure polaire et doudounes fournies par VTN, vêtements des temps nouveaux. Une fois les appareils montés, commencent alors les essais à l'extérieur. Démarrage moteur, décollage et atterrissage, essais radio à terre et en vol. Petit à petit, tous les problèmes se règlent. Le Mistral n'est pas encore équipé de skis, seront indispensables sur la banquise. Les appareils sont maintenant laissés dehors au froid. Mais au matin, nous constatons que des petits morceaux de glace sont tombés sur l'aile du Mistral, déchirés. C'est plutôt inquiétant, mais cela sera réparé et consolidé. Ici, là, il y a une barre, il n'y a plus la barre à ce moment.
Gérard règle les équipements radio VHF et UHF qui seront bien utiles quand ils seront en vol ou en bivouac. Paul-Émile surveille les opérations. Il était pilote pendant la guerre. Le soir au Narval, il nous parle de ses aventures et c'est passionnant. Interviewé par l'équipe de TV canadienne, Nicolas Hulot raconte d'abord l'incident de l'aile déchirée. Air is warm, but if you have such trouble on ice, it will be very difficult to repair. So, as soon I take off, as soon I fly, and you see Resolute, you discover that Resolute is very small, and the Arctic is very large, and you are very little. And even when you fly 1 mile far from here, all seems to be very far. You seem to be very far from all. Il faut maintenant monter les skis du Mistral. Hubert essaie les skis. Quelques réglages seront nécessaires. Chaque ouverture des immenses portes permet à l'air froid de s'engouffrer dans le hangar. Ça coûte à chaque fois une fortune en chauffage. Ça doit rester exceptionnel. Pierre, avec l'aide de Marc, qui fait l'interprète, va chaque jour à la météo des militaires. Aujourd'hui c'est bon, c'est clair, il faut qu'ils partent. D'abord pour Eureka sur l'île d'Ellesmer. On fait les pleins, derniers essais. Les pilotes enfilent leur combinaison. Salut! Voilà. C'est bien que tout ça, c'est de sa faute. Hein. Tout ça. Toute l'équipe est là. L'hélicoptère de la TV canadienne se positionne pour filmer le départ.
Les appareils sont bien chargés et ça se voit au décollage. Pierre, Thierry et l'équipe TV partent en Twin Otter pour, si tout se passe bien, les retrouver à Eureka. Et je profite du voyage. On se retrouve à Eureka, petite station météo par 80 degrés de latitude nord. Tout le monde est très heureux de cette première réussite. Le vol s'est bien passé, malgré des turbulences dues au relief. Hubert sont à Eureka, est-ce que tu les entends bien? Absolument, parfaitement, sans trop de difficultés. Compte tenu de la faible puissance qu'ils utilisent et l'installation au sol à bord de leurs appareils, c'est tout à fait convenable. Tu as aussi l'occasion d'aider Jean-Louis Etienne? Ah oui, ici c'est le PC de l'Arctique, je dirais, pour toutes les expéditions. Et puis on a l'occasion de discuter également avec l'équipe de filles, de femmes américaines d'Alaska qui sont parties avec des chiens et des traîneaux pour rejoindre le pôle magnétique. Tu as aussi l'occasion de suivre la progression du japonais? Oui, bien sûr, tous les jours nous avions le motard japonais avec sa Yamaha, on suivait progressivement sa montée vers le pôle. J'informe le PC Presse à Paris et Paul-Émile intervient auprès des médias français. Ici Paul-Émile Victor qui vous parle de la station Resolute qui est à 75 degrés nord, 95 degrés ouest dans l'extrême nord canadien. Nos amis de l'expédition au pôle Nord en ULM, Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot, sont encore à Eureka, c'est-à-dire à 400 km au nord d'ici, une toute petite station où ils attendent que le temps devienne favorable. 130 km depuis le départ de Resolute Bay, 850 km qui départent encore maintenant du pôle Nord géographique. Le plus bien est fait. Oui et non. Certes, nous avons franchi avec succès les dangereux reliefs et les turbulences qui en découlent. Certes, nos ULM ont réussi cette première épreuve, mais des visibilités précises, souvent sans horizon, où l'orientation est très difficile. De plus, nous avons connu depuis encore température identique dans nos cockpits. Notre épreuve n'est pas terminée. Jusqu'au but final, nous restons donc très prudents. Il leur aura fallu près de 9 heures de vol et plus de 1000 km pour rejoindre Eureka. Vol difficile à cause des turbulences dues au relief. Mais le reste ne sera pas plus facile. D'Eureka, les ULM vont longer la côte ouest d'Ellesmere, installer un premier bivouac à Cape Woods, puis un deuxième sur l'île de Wardent, dernière terre avant d'attaquer la banquise. Malgré quelques péripéties, des problèmes de GPS, des atterrissages périlleux sur la banquise, et après un nouveau bivouac par 85 degrés de latitude nord, ils atteindront le pôle le 4 mai à 9h44. Soit un demi sur 5, mais ça suffit amplement pour la bonne nouvelle, à vous. Pierre et Thierry organisent la récupération des appareils et des pilotes au pôle. Pierre et une équipe partent en Twin Otter. Puis le DC-3, seul capable de ramener les deux appareils, va décoller avec Paul-Émile Victor, qui foulera le pôle Nord pour la première fois.
les ULM doivent se déplacer pour trouver une portion de banquise de 600 mètres de long et environ 80 cm d'épaisseur pour l'atterrissage et le décollage du DC-3. L'opération de démontage ne doit pas durer plus de 3 heures pour des problèmes d'autonomie. Je fais le lien entre l'équipe au pôle et le PC Press à Paris, où on s'inquiète un peu. Mais c'est possible. Tout va bien se passer et Paul-Émile revient du pôle avec le DC-3 et les ULM. Salut le polaire. Salut le saharien. Alors ça y est, le pôle Nord, c'est dans la poche. Ben, ils avaient une drôle de gueule, hein. Ils étaient drôlement contents. Barbu, sale, prétendaient qu'ils sentaient mauvais, mais moi j'ai rien senti. Merci la Poste. Nous avons choisi un bon sponsor et vous avez choisi une bonne équipe. Les couleurs de la poste au pôle Nord, ça faisait un beau paysage. Impeccable. Alors par contre, il y a une boîte aux lettres, il faut faire la relève le plus souvent possible. Hein. Bon, j'irai la chercher. Pour la transformer en employé des postes. C'est pas la première fois que je fais ça, mais ça fait plaisir à tant de gens. Mais vous êtes philatéliste? Non, je collectionne les enveloppes polaires, ou tout ce qui est polaire, mais je ne suis pas philatéliste. Paul-Émile Victor réalise des dessins inspirés de ses aventures et ses tampons ravissent les philatélistes polaires. Shinji Kazama, le japonais, atteint le pôle avec sa moto le 21 avril, aidé par des Inuits en skidoo, en 44 jours pour 2000 km. Il a été récupéré au pôle. Il devait parfois porter la moto pour franchir des amas de glace. Un Japonais, membre de son équipe, a traversé le Groenland en traîneau en 1979, visitant le village où Paul-Émile Victor a hiberné en 1936-37. 79 here. And Greenland Eskimos, who? Karali? Karali. Kumyuk? Yes. Ouais. Nous avons eu l'honneur de discuter avec James Lovell, astronaute américain des missions Apollo 8 et 13, venu à Resolute pour tester des vêtements pour l'armée américaine. Jean-Louis Etienne était aussi à Resolute avec une équipe chargée d'emmener des jeunes au pôle Nord magnétique. Il s'est bien sûr intéressé aux ULM. Un aventurier australien, Dick Smith, homme d'affaires propriétaire de l'Australian Geographic, s'apprête à s'envoler avec son hélicoptère pour le pôle qu'il atteindra facilement grâce à la grande autonomie de son appareil. We'll try tomorrow. Nous
nous avons l'énorme surprise de voir arriver à Resolute Wally Herbert, écrivain aventurier anglais qui, pendant 16 mois sur 6000 km en 1968-69, traversa avec son équipe, ses traîneaux et ses chiens, tout l'Arctique, de Nome en Alaska jusqu'au Spitzberg, passant par le pôle. Peut-être la plus grande aventure de tous les temps après la conquête de l'Everest. Pamela et Kate, deux aventurières venues d'Alaska, ont-elles atteint le pôle Nord magnétique avec des chiens de traîneau. Un ours a visité leur bivouac. Pamela raconte. Yes. Yes, we did. We made it to the magnetic pole. My partner Kate Persons and I. Magnetic North Pole. Magnetic North Pole. When did you reach the magnetic North Pole? Let me think about this for a second. We're just getting back, so I'm kind of disoriented as to what day it is. I think it's Friday. Friday? Today is Friday. Today it's Saturday. Today is Saturday. Okay. Then we reached it. If today is Saturday, then we reached it Thursday. And you were frightened by a bear? Yeah. We had a polar bear come into our camp on Tuesday evening, and it was a young female bear, and it came in 10 o'clock in the evening, and it spent a couple of hours, and it just walked up and sniffed each of the dogs, and we were pretty scared when it first came in, but after just a few minutes, though, it became apparent that the bear wasn't aggressive. It was just real young and real curious. And you didn't shoot at him? We did shoot. My partner, Kate, shot 4 times as a warning shot to try and scare it off, and it didn't react at all. Didn't scare it or do anything to it. So after a couple hours it left. The only damage it did was it tore up our tent, and it bit a hole in one sleeping bag, and that's about it. Well, it spewed a bunch of dog food all over the place, threw it around, but it didn't really do any great damage, though. Just kind of a nice experience in a way. It was a real pretty bear. Yes. Finalement, il date d'avant la guerre. J'ai fait mon premier gosse à 40 ans. La guerre, pendant 7 ans, la boîte avant d'être découverte. Ouais, c'est bien.